Nous avons fait l'immense plaisir de recevoir professeur Lady Redcoffran de l'Université de Saint-Étienne de France. C'est une occasion unique, d'abord parce qu'on a un invité de marque, des spécialistes de l'art, de l'histoire et des spécialistes de l'art. En même temps, c'est une occasion unique parce qu'on a ici 3 groupes d'étudiants de master, les étudiants de français, du master, bien sûr, littérature, art et médias, et en même temps les étudiants d'anglais, communication, context, culture and dialogue, première et deuxième année. Donc, franchement, c'est une première parce que souvent, les masters, c'est des petits mondes fermés qui ne communiquent pas trop. Alors, Monsieur Fidahda et moi-même, on a pensé à organiser cet événement pour vraiment créer des ponts entre les étudiants et en même temps entre les professeurs. Alors, professeur Lydie Redcoffran est spécialiste de l'histoire de l'art et l'esthétique et de la théorie de l'art à l'Université de Saint-Étienne. Elle est aussi commissaire d'exposition. Elle a organisé plusieurs expositions à titre personnel et indépendant. Elle s'intéresse surtout à l'art contemporain et à ce qu'elle appelle, elle, les formes en devenir. Elle va nous en parler tout à l'heure. Elle a aussi publié plusieurs articles et un ouvrage sur un artiste français, Paul Armand Guet, en 2012. Et bientôt en 2018 va apparaître un ouvrage sur un autre artiste anglais, Roger Ackland, en 2018. Aujourd'hui, elle va nous parler d'un sujet assez inédit, intéressant, disposition paysagère. Alors c'est plein d'intrigues, plein de mystères. Je vous donne la parole et je vous dis encore au nom de l'Université des étudiants de master, merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. Et puis merci en retour, puisque bien sûr, je ne serais pas là si on ne m'avait pas invité. Donc bien sûr, c'est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer et puis de pouvoir vous présenter un sujet comme celui-ci, sujet sur lequel j'ai un petit peu travaillé. Et là, j'ai choisi de faire un panorama, en fait, de l'histoire du rapport entre art et nature, en choisissant ce titre qui, en effet, peut être un peu énigmatique, mais qui laisse entendre par les termes la disposition et le paysage, en tout cas 2 options d'approche et d'analyse qui sont un peu problématiques, qui posent une question sur la totalité de ma présentation. J'espère que les éléments argumentaires viendront vous convaincre. Il est donc question d'art. Il est question de nature, il est question du rapport entre art et nature, c'est-à-dire que finalement, il est question de l'art du paysage. Nous resserrons encore un peu plus l'axe problématique qui semble apparaître ici, ne serait-ce qu'à partir des termes disposition et paysagère. Disposition, vous savez, c'est par définition, il y en a plusieurs sens, mais l'un des sens, c'est la manière d'être enclin à quelque chose. Je suis disposé à faire ceci, à faire cela, d'accord? J'en suis d'accord, mais je suis aussi, si je suis disposé à, je suis aussi apte à le faire, et j'en ai aussi un intérêt. Je ne le fais pas simplement comme ça. Donc ça voudrait dire que les artistes sélectionnés auraient tendance à s'intéresser au paysage. Ils porteraient une attention particulière au sujet paysager. Et puis leurs œuvres traiteraient du paysage ou d'un aspect que le paysage leur inspire. Mais encore, dans le terme de disposition, on entend un autre sens. C'est une manière d'arranger. Lorsque je dispose de quelque chose sur une table, je ne le mets pas lâchement sur la table, hein? Je le dispose, avec respect en quelque sorte. Donc j'arrange, j'organise des éléments en lien avec un espace où l'on en effet pose, dispose, met en scène, on dispose donc, on met en scène des parties pour composer un tout uniforme, cohérent, ou bien alors, selon le choix, disparaître. Alors dans ces 2 sens associés, la disposition paysagère recouvrirait à la fois une intention propre du sujet, un désir, et puis sa mise en œuvre. Le deuxième mot, c'est paysager. Qu'en est-il donc du terme paysage? Le paysage, c'est une conquête. C'est une conquête, une notion culturelle, et ce n'est pas une notion naturelle. De fait, il n'y a pas de paysage, par exemple, dans la figuration antique, ou byzantine, ou même médiévale.
Il n'y a pas de paysage au sens où nous l'entendons aujourd'hui, depuis la naissance du genre paysager, en tout cas en Europe du Nord, et la naissance du mot en France au XVIIe siècle. S'il n'y a pas de paysage durant ces périodes-là, il y a pourtant la nature, bien évidemment. La nature est toujours, depuis toujours, et elle est encore, même si elle est menacée. La nature désigne le spectacle qu'offre à la surface de la Terre l'ensemble du vivant. Il s'agit du végétal, de l'animal, sans intervention d'activité humaine. Donc, si l'on parle de paysage chez les géographes, par exemple, c'est qu'ils procèdent d'une observation régionale de la nature. Vous voyez bien? Oui. C'est comme une observation parcellaire, fragmentaire, tout comme le paysage artistique qui va résulter d'une sélection opérée parmi les éléments de la nature qui sont présents dans le champ perceptif. Ainsi naît le paysage. Une coupe sélective dans le vaste champ naturel. Donc le paysage, c'est un détail de la nature. D'accord? La nature est plus vaste et le paysage est un ensemble, sous-ensemble, une section. Le système de la perspective qui a été adopté depuis le XVe siècle aide à viser et à étalonner une hiérarchie de plans ou une projection de lignes selon des critères spéciaux, élaborés, imposés depuis la Renaissance. Or, pour parler de paysage, on ne peut pas s'en tenir à une définition uniquement technique, quasiment mécanique, parce que, une fois la technique de la perspective acquise, se pose assez rapidement aux artistes un problème essentiel, à savoir, ce n'est pas seulement d'éliminer, puisque quand on cadre, on élimine ce que la main cache. Voyez. Donc ce n'est pas seulement éliminer pour choisir le bon point de vue, ou l'image la plus jolie, hein, puis de la retranscrire de manière mathématique sur la surface du tableau, ce n'est pas seulement ça. Mais il s'agit aussi pour les artistes de trouver les moyens de rendre visible ce qui ne l'est pas. À partir de ce que je vois entre les doigts de ces deux mains, il y a aussi un choix subjectif. Rendre visible ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire du paysage, rendre ce qui est venu à l'artiste, ce qui est venu à lui, ce qui a provoqué son état d'esprit, ce qui a provoqué son humeur. On le verra, à partir du XVIIIe siècle, c'est très très notable. Donc, comprenez que le paysage, qui est une invention, je cite là le titre de l'ouvrage de Anne Coquelin, « Le paysage, une invention », paru en 2000. Le paysage est donc par définition une disposition. Disposition, c'est-à-dire un arrangement de la nature, un effet de coupe, un cadrage, une création donc, et puis une disposition dans le sens de la subjectivité engagée de l'artiste, puisque lui choisit le point de vue, il engage ou il retranscrit par son image le sens de son humeur, ses ressentis et toute la retranscription qu'il en fait. Il n'y a pas finalement de paysage sans regard. Le paysage est donc intrinsèquement lié à la disposition, d'une part l'épanchement, parce qu'il procède du point de vue, et d'autre part de l'engagement d'un regard désirant, volontaire, c'est-à-dire d'une subjectivité. Le passage de la nature au paysage est nommé par Alain Roger artialisation. Artialisation qui s'effectue in visu, c'est-à-dire par la médiation du regard. Et ceci a conduit à l'élaboration de modèles culturels qui imprègnent le regard de l'homme actuel que nous sommes. C'est-à-dire que, selon cette thèse, celle d'Alain Roger, l'artialisation, nous avons appris à admirer des paysages. Et aujourd'hui, si nous savons le faire, c'est parce que dans le passé, des peintres les ont construits. Ils ont donc construit notre regard. Pensez-y lorsque vous admirez un coin de nature et que par le cadrage in visu, hein, soit directement, soit par celui de l'appareil photographique, vous créez des paysages. Cette thèse de l'artialisation nous arrange bien, hein, puisque c'est d'art qu'il s'agit, c'est-à-dire de ce domaine de l'activité humaine qui fabrique et où vont se rencontrer des subjectivités qui ensemble vont réaliser l'œuvre. Je pense à la subjectivité de l'artiste et puis la subjectivité du spectateur. C'est bien ces deux subjectivités qui font l'œuvre.
Je vous montre là des images du film Meurtre dans un jardin anglais, que par ailleurs je vous conseille d'écouter, de regarder en anglais pour les anglophones, de Peter Greenaway, qui date de 82, où il s'agit en fait, bon, outre le meurtre dans ce fameux jardin, il s'agit de l'histoire d'un peintre qui est embauché par le roi pour réaliser des tableaux de son domaine. Et donc pendant tout le film, eh bien, l'artiste est dans le jardin, c'est pourquoi il va assister au meurtre. Et donc il est dans le jardin et il cherche les différents points de vue pour rendre des tableaux. Il utilise une mire, M-I-R-E. Une mire, c'est ce cadrage noir que vous voyez sensiblement sur ces images. Et vous voyez aussi sur la première comment il est installé. Il est installé devant son papier, son dessin, en train de réaliser ce qu'il voit par le cadre noir posé devant lui. D'accord ? Donc il y a un système, il y a une opération, hein, il y a un appareil de vision pour regarder à travers la mire et obtenir finalement le bon point de vue qu'il décide. C'est en quoi le paysage est création. S'il n'y a pas de paysage justement dans la figuration antique, comme je le disais, non plus chez les Byzantins, non plus durant la période médiévale, c'est précisément parce que les artisans de ces périodes de l'histoire de l'art n'étaient pas des artistes. Ce n'étaient pas des artistes indépendants, laissés libres de leur création et libres de leur interprétation. Petit rappel, le mot français « art » dérive du latin « ars », A-R-S, « artis », qui signifie habileté, métier, connaissance technique. Donc l'artisan est un connaisseur technique, hein, vraiment. Il n'y a pas de notion dans le terme d'origine qui impliquerait une liberté quelconque. Même si l'on connaît le nom de certains artistes, les premiers à signer leurs œuvres vivent à la fin du XIIIe siècle, c'est-à-dire un moment de reconnaissance de l'activité artistique autonome, par rapport, donc, bien sûr, avec l'émergence de l'humanisme, tel que cela se développe durant la période de la Renaissance. Donc la subjectivité des praticiens de l'art, n'est pas un concept avant le XVe siècle. Elle n'est pas prise en compte, elle n'existe pas. Par ricochet, dans ce contexte, le paysage en tant que genre artistique ne peut pas exister. Par conséquent, jusqu'au XVe siècle, on va observer généralement la représentation d'une nature, soit symbolisée, c'est-à-dire elle est distancée par rapport au réel, ou alors elle va n'occuper qu'une place annexe dans les représentations. Disons que c'est un fond décoratif pour des scènes, hein, mais le paysage en tant que tel n'est pas conçu. Des représentations de la nature pour elle-même, bien entendu, ce n'est pas coutumier avant le XVe siècle, mais il en existe. Alors j'en ai choisi quelques-unes. Par exemple, en Égypte, la scène montre un oiseau qui est en train de voler vers le bas dans un champ de papyrus. C'est un martin-pêcheur qui est en train de se diriger vers sa proie. Et à la surface de la rivière flottent des lotus, des nymphéas, etc. Donc même si la précision de la scène ne laisse aucun doute sur la capacité d'observation du peintre égyptien, son objectif n'est pas de rendre la réalité de la nature telle qu'elle est, mais en tout cas pas telle qu'elle est perçue, d'un point de vue donc personnel. Mais pour l'artiste égyptien, il s'agit de suivre des règles strictes de représentation, c'est ce qu'on appelle le style égyptien. C'est-à-dire, il s'agit de conserver chaque chose aussi clairement, aussi durablement que possible, puisque les peintres ont l'idée qu'ils peignent pour l'éternité. Donc c'est cette retranscription pour l'éternité, dans les détails les plus précis, de manière à ne rien oublier. Donc il ne s'agit pas du tout du point de vue qui forcément cache des choses. Là, à la rigueur, on étale, on rendrait visible chaque élément. Il dessinait, il peignait, il sculptait avec précision, mais de mémoire. Il y avait une observation, et puis ensuite, ils n'étaient pas dans les lieux mêmes de la nature. Assurant que tout ce qui apparaît dans une représentation y soit parfaitement discernable. De même, un jardin, celui de Nebamon, qui est une peinture murale, où tout est organisé, tout est jardiné, disons, tout est donc composé, disposé,
dans le sens où l'homme isole les parties de nature pour les contrôler, les agencer, les exploiter. C'est comme ça que naissent les jardins dans l'histoire de l'homme. L'artiste arrange donc la réalité, il trouve des solutions pour représenter l'espace, vous voyez, des arbres autour d'un bassin. Il s'applique plutôt au rendu des détails, fixer donc à tout jamais cette réalité naturelle. Ici, l'art, l'expression, est un moyen d'ordonner la nature en jardin, en l'agençant, en la disposant, donc c'est le cas dans cet exemple. Si les Égyptiens donc retiraient des enseignements de leur observation, traduites donc d'une manière intuitive et avec une grande liberté, elles étaient néanmoins soumises à une grande rigueur, une rigueur de composition, ce que je nommais le style égyptien. Durant l'Antiquité romaine, les gens fortunés de la Rome antique hellénistique, nous sommes environ au 1er siècle de notre ère, se sont fait collectionneurs d'œuvres d'art et ils ont beaucoup copié de sculptures originales de l'art grec passé ou romain contemporain. Et ils ont aussi sollicité l'art de la peinture pour orner leur villa. On va rencontrer de nombreux exemples de fresques, surtout à Pompéi et dans la région, nous sommes dans le sud de l'Italie, où chaque villa et maison renfermait des peintures décoratives, donc qui deviennent finalement nos futurs papiers peints, d'une grande finesse. La maison de Plaisance se développe dans cette région. Et ainsi, donc, des maisons de ce type, avec passion intérieure, etc., étaient ornées donc, sur les murs de fresques qui rappelaient les jardins, qui rappelaient la nature, mais qui étaient plutôt évoquées dans une version idyllique, c'est-à-dire un idéal de vie à la campagne, loin des tumultes politiques contemporains. Les citadins vont donc se délecter de plaisir de la campagne à travers des représentations qui sont de cet ordre ou bien de celle-ci, où l'on a représentation finalement d'un jardin, où se trouve ici très visible le mur de séparation, qui montre qu'il s'agit vraiment non pas d'un site précis, mais d'une idée du jardin comme motif de repos, de prédilection, l'endroit où effectivement il y a la paix assurée. Et puis durant la période paléochrétienne, la nature apparaît bien sûr sous forme d'éléments de situation pour situer des scènes à l'extérieur. Ici, le mosaïque de Ravenne qui relate certains épisodes de l'Ancien Testament. S'amorce l'histoire, bien sûr, de la représentation paysagère. On le ressent bien dans certains des détails. Il y a vraiment une approche de ce qu'est un arbre, par exemple, de ce qu'est un rocher, notamment, est-ce que vous voyez voilà, j'agite un peu ma flèche sur les rochers du mont, la montagne Sinaï pour Moïse, voilà, du mont Sinaï, où en effet Moïse est allé récupérer les tables de la loi auprès de Dieu. Et donc il y a une très très belle, un très très beau rendu en mosaïque avec des camailleux et des dégradés, donc l'utilisation de la mosaïque très, très forte, très belle pour cette représentation paysagère, on peut le dire, mais à des fins donc décoratives et simplement dans un sens de replacer la scène dans son contexte. Alors ce type va perdurer. Nous avons ensuite des représentations à la fin du XIIIe siècle qui sont bien entendu liées au programme iconographique de la vie du Christ pour Giotto à Padoue, dans la chapelle Scrovegni, qui est une chapelle, je l'ai mise en entier, vue à gauche, qui est totalement ornée de fresques, donc de la peinture directement dans les murs de ciment. Et avec ces deux exemples que j'ai sélectionnés, vous avez les situations, quelques épisodes de la vie du Christ, et une mise au tombeau et une fuite en Égypte, où les éléments de la nature ne sont que des éléments qui viennent accompagner finalement les personnages principaux, comme par exemple dans la fuite en Égypte, vous avez la Vierge Marie avec l'enfant Jésus qui sont sur l'âne et qui sont soulignés, je dirais, par le monticule de rochers qui vient en triangle, comme accentuer la position même de la Vierge, pour dire en fait sur cette partie-là, c'est la Vierge à l'enfant qu'il faut regarder, comme souligner ainsi
De la même manière, sur la mise au tombeau, vous avez ce rocher qui vient en diagonale à l'arrière et qui marque finalement la ligne vers les visages du Christ et de sa mère, mort donc lui. Et donc voilà, il y a cette descente, hein, cette diagonale qui insiste sur le corps tombant, comme il y a la pyramide sur les corps dressés de l'autre partie. Donc on a finalement des éléments naturalistes, bien évidemment, hein, qui sont utilisés, mais qui sont mis à contribution lorsqu'il n'y a pas l'architecture pour cadrer la scène. Eh bien, ce sont des éléments naturalistes qui viennent donner de l'espace, rendre également un sens, contribuer à l'histoire. Donc on sent bien à ce niveau-là que la nature n'est pas elle-même, elle est au service de l'histoire. Donc c'est juste un élément utilisé. Ensuite, il va y avoir bien sûr des éléments naturalistes qui vont se multiplier, qui vont se diversifier chez les peintres du nord de l'Europe en particulier. Bon, on ne voit pas très bien, mais c'est une pièce où les personnages sont plantés dans un paysage comme s'ils y étaient collés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien direct entre ce décor paysager et les personnages et l'histoire. Les sujets sont campés en fait dans un décor, même si il est de plus en plus conforme à la réalité, ce paysage. Il n'y a pas de relation entre personnage et décor. Plutôt des étagements de plans, du proche au lointain, une perspective paysagère, atmosphérique. On remarque l'atmosphère dans l'éloignement donné par les bleus du fond du paysage, alors que les devants, les premiers plans sont sombres et verts. C'est ce qui rapproche, et puis le bleu, la couleur froide qui éloigne, qui donne cette perspective atmosphérique qui est typique du nord de l'Europe au XVe siècle. Donc plutôt, en effet, cet attrait pour le lointain vient avec la découverte de la perspective, qui elle-même est une invention plutôt du sud de l'Europe et qui va développer bien sûr d'autres apports, qui n'est pas mon sujet. Mais la nature devient sans doute paysage dès lors qu'elle va trouver un cadre à l'intérieur duquel s'épanouir, et pour les artistes, un cadre où croquer des morceaux de nature, donc des paysages inédits, des paysages toujours réalisés de mémoire, hein, mais qui sont des tableaux dans le tableau, tel que ça apparaît avec les portraits du XVe siècle, qui sont autant ici d'exemples, il y en a de multiples, hein, j'en ai seulement deux, qui contribuent vraiment à montrer qu'il y a cadrage. Et il y a cadrage pour concevoir l'idée de paysage. Avec l'acquisition de la signature au XVe siècle, donc au moment où l'artisan devient artiste, hein, il y a une reconnaissance, il y a donc une identité retrouvée à la personne qui fabrique, qui est artisan. Et donc il y a ce passage très notable au XVe siècle. La signature est apposée sur les tableaux, mais aussi des autoportraits sont un nouveau genre que les artistes développent. Et avec cela, les portraits. C'est l'effet de l'humanisme qui redonne à l'homme une place centrale au cœur de la culture et de la philosophie. Et ces portraits, l'art du portrait connaît une histoire spécifique, ce n'est pas mon sujet, mais en tout cas, vous projetez vos regards vers l'arrière et donc s'ouvre le tableau vers un paysage. Les problématiques plastiques que rencontrent les artistes alors, c'est comment intégrer la figure, le portrait, au fond. Alors dans l'histoire du portrait, il est d'abord uni, on développe des profils, les lignes sont très nettes, etc. Les portraits sont un peu lourds, enfin sont un peu figés. Et puis peu à peu, avec l'ouverture de la fenêtre du fond, eh bien, on a un contexte beaucoup plus intimiste qui va se développer, par exemple des sourires, celui de la Joconde, de Léonard de Vinci, ou bien, vous voyez, la relation de ce vieillard avec cet enfant. Voilà, autant
d'assouplissement, disons, de la posture, autant de rapprochement, et sans doute que le paysage, l'ouverture de la fenêtre à l'arrière, a contribué à diversifier les angles d'approche, à la fois de l'espace, vous voyez, mais aussi intellectuellement, de l'homme. Donc c'est très important. L'intimité des intérieurs en relation aussi avec l'extérieur, hein, un dialogue qui s'installe aussi de cette manière-là, dans ce sens de l'intimité et du public. Un paysage qui est cadré par les montants de la fenêtre, où finalement on retrouve la mire du peintre, tel que je vous l'ai montré tout à l'heure, ou bien les mains qui cadrent. Voilà. Parallèlement, Léonard de Vinci va se distinguer, voilà le sourire de la Joconde parmi les variations, il va se distinguer lui parce qu'il va placer des figures dans les paysages, ce n'est pas seulement la fenêtre à l'arrière, mais bien plutôt les paysages entiers, les personnages entiers qui s'y trouvent, et il va se distinguer dans sa manière qui n'applique pas une perspective linéaire très figée, avec un point de fuite, mais une perspective atmosphérique dont je vous ai déjà parlé, mais qui était plus visible ici, sur l'ensemble Vierge, Sainte-Anne et Enfant Jésus, avec un agneau, où en effet les trois quarts du fond du tableau sont occupés par cette atmosphère bleutée qui rend finalement ces montagnes très lointaines. Le bleu nous dit en quelque sorte, c'est plus loin, c'est encore plus loin, hein, comparativement au premier plan qui est de cailloux très sombres, de rochers très sombres et qui nous rapprochent. Donc un travail sur la profondeur dans cette représentation-là. C'est l'apogée du sfumato en italien. Le sfumato, c'est l'effet de volume moelleux, disons, fondant les contours, nuançant les carnations de manière subtile, la figure d'un halo finalement autour des personnages, et il cherche justement un équilibre entre la forme et le fond, et lui résout en quelque sorte la problématique qui se proposait déjà au début du siècle. On établit que finalement le premier paysage, et alors là on va avoir besoin d'une définition, qu'est-ce au fond que ce genre pictural? Il s'agit pour le premier paysage d'une représentation qui est exempte de personnages, où la vue a été prise d'après la vue naturelle, sans forcément que le peintre l'ait exécuté sur place, hein, mais qu'il s'agisse donc d'un paysage réel. Le genre paysager fait référence à la réalité. Chez Léonard de Vinci, on trouve cette encre sur papier, on nous dit qu'il s'agit du premier paysage, mais les historiens cherchent depuis toujours à véritablement identifier le point où il s'est placé pour observer cette vue, et ils ne l'ont pas trouvé. Donc ils partent du principe que on va dire que c'est un premier paysage, mais on va mettre des guillemets parce que c'est pas tout à fait une vue réelle. Alors paysage de la vallée de l'Arno, c'est un peu trop général pour être figé. Il est simplement intéressant de constater que chez Léonard de Vinci, il y a cette recherche, il y a donc en tout cas un intérêt pour créer un genre nouveau, c'est-à-dire vraiment une vue à partir du réel, on va dire, qui est sortie de toute histoire. Il n'y a plus la Vierge, il n'y a pas de mythologie, il n'y a pas d'histoire. Il y a simplement un bout de nature. Et ça, c'est très nouveau. Hein. Nous sommes en 1473 avec Léonard. Cette proposition reste quand même insatisfaisante puisqu'on ne retrouve pas ce point de vue dans la réalité. Et ensuite, presque quand même contemporain, à 10 années près, nous trouvons dans le nord de l'Europe Albrecht Dürer, qui lui va véritablement propulser le développement du thème paysager. Les aquarelles détaillées de Dürer sont une contribution remarquable par le fait qu'en effet il s'agit toujours de sites bien spécifiques, donc il y a un point de vue réel à partir duquel il a réalisé ses aquarelles, et donc là on peut identifier l'église Saint-Jean, le cimetière, etc. Et d'autre part parce qu'il y en a énormément. Dürer s'est vraiment appliqué avec une petite centaine d'aquarelles qui nous sont parvenues, donc il y en a sans doute plus. C'est lui qui offre la première aquarelle, qui dans l'histoire de l'art est le premier paysage en couleur, qui représente exactement un lieu précis. Ensuite, il va poursuivre le genre de manière un peu plus libre. Vous voyez qu'ici, on est quand même dans quelque chose d'extrêmement conventionnel hein, dans l'approche.
la vision, avec la perspective qu'il connaît, etc. Regardez maintenant cette vue de Segonzano dans la vallée de Cambra. Nous sommes en Italie parce que Dürer est un grand voyageur, surtout du nord de l'Europe où il habite vers l'Allemagne, vers l'Italie. Il va poursuivre le genre de manière beaucoup plus libre, à l'encre, à l'aquarelle, lors de 2 voyages, en traversant l'Europe de Nuremberg à Venise, à travers une partie des Alpes, du Tyrol, pendant 14 jours, et donc il va produire énormément de dessins. Il produit un premier corpus consacré aux paysages traversés ou aux éléments de nature, comme la flore, la faune, et puis au particularisme, comme par exemple la carrière de pierre, qui prend une dimension très dramatique un peu avec cette utilisation du papier, non plus dans le sens paysage et horizontal, mais vertical, qui marque, et ça c'est un point intéressant, qui marque une verticalité, donc comme s'il avait un point de vue du bas vers le haut, pour marquer la hauteur, il prend le papier dans le sens vertical. Un petit détail, mais c'est vrai que c'est important, d'autant plus qu'on considère normalement que le format vertical, comme sur l'ordinateur d'ailleurs, c'est le portrait, et que le format A4, quand on le retourne pour l'imprimer, c'est le paysage. Vous avez ça. Donc voilà, ça c'est des termes courants, mais qui font référence à un usage culturellement très clair, très défini. En effet, le portrait est plutôt vertical, et là, il tourne la feuille, et donc il propose quelque chose de très inédit, en effet, de considérer et d'utiliser cette verticalité pour marquer la réelle verticalité. Il y a vraiment, chez les artistes du point de vue donc, du travail sur le paysage, une recherche en lien avec la sensation que cela provoque, provoque et procure. Il y a donc des particularismes du paysage, mais aussi remarquez que c'est par la petite porte, en fait, par le dessin, que le paysage s'introduit comme genre pictural. La petite porte, je dis le dessin, normalement, ce n'est pas tellement considéré. C'est plutôt une activité de loisir. Des cartons sont pleins de dessins et jamais ne feront des œuvres. Le dessin était aussi dans une dimension préparatoire à des œuvres plus importantes et peintes. Il y a une différence qui est faite donc entre les techniques. Le dessin est inférieur à la peinture. Et c'est par le dessin, remarquons, que le paysage s'introduit comme un genre respecté au final dans l'histoire. Un autre exemple, voilà, ici, celui-ci qui est très intime, puisqu'il s'agit d'une feuille d'aquarelle qui est complétée par une partie d'écriture. Pour insister, je l'ai choisi sur le fait que le dessin, c'est une activité où se niche un rapport particulier qui laisse apparaître la main de l'artiste. La main de l'artiste, dont le papier se fait l'empreinte, le papier a été touché par la main, il a été froissé peut-être au cours des voyages, c'est un support qui est fragile. Et par ailleurs, il est plus intimement proche, puisqu'il est dans une proximité. Vous voyez, on est entre votre feuille et vous-même, vous êtes proche. Quand vous écrivez, vous êtes dedans. Il y a vraiment un rapport intime, un rapport de proximité très grand que la peinture n'offre pas. Et donc, elle laisse aussi place à la liberté, laisse place à l'intériorité, à l'introspection aussi. Et il y a avec cette page intitulée « Le déluge », parce qu'il y a des coulures d'aquarelle du haut vers le bas de l'image, qui ne sont pas des accidents. C'est vraiment Dürer qui l'a intentionnellement réalisé comme ça. Et puis cette page d'écriture qui vient compléter un peu le rapport à l'échelle aussi, qui montre que c'est un petit papier, c'est de la taille de l'écriture manuscrite, de la manuscrit. Donc il y a ce format qui est aisément malléable, qui entretient encore une fois un rapport ténu au toucher. Et beaucoup d'artistes contemporains d'ailleurs vont se laisser séduire par cette relation à l'intime que les travaux sur papier, les dessins entretiennent par le biais
d'une recherche sur le paysage. D'un autre caractère, bien sûr, nous sommes juste la période après Dürer. On va rencontrer des paysages qui vont développer une dimension dramatique. La vue de Tolède, proposée par le Greco, El Greco, à la fin du XVIe siècle, c'est un impressionnisme particulier chez le Greco, qui est absolument hors contexte à l'époque, même s'il est reconnu comme étant l'emblème du maniérisme en quelque sorte. Mais vous voyez, là aussi, il a choisi un format vertical, hein, je l'ai choisi pour ça, un format vertical qui va non pas étendre un paysage comme s'il était apaisant, hein, mais plutôt le concentrer sur une vision extrêmement resserrée et avec ces diagonales sans cesse marquées par la forteresse de Tolède, il y a comme des lignes diagonales qui viennent dramatiser. D'autant plus que le travail du ciel est très sombre, il y a une tempête qui s'annonce, hein. Donc tout est dans la concentration de cette toile, une véritable expression finalement d'une dramaturgie, hein. Donc ça c'est un effet très paradoxal par rapport à son époque, qui rencontre de manière contraire à Nicolas Poussin qui par la suite dans la verve de l'académisme va développer un paysage classique, idéalisé, habité par des antiquités, des nobles figures bibliques ou antiques. Ici il s'agit de Saint Matthieu avec l'ange, mais qui habite un lieu au premier plan qui est occupé par des ruines de l'Antiquité. Un paysage idéal qui renvoie l'image d'une nature immuable, quelque chose qui serait, finalement, on n'est pas vraiment dans la réalité, on est dans quelque chose d'un peu rêvé, d'un peu idéalisé, parce qu'il faut bien placer Saint Matthieu, qui n'existe plus à l'époque du Poussin, pour lui donner son caractère à la fois humain, mais aussi de sacré. Eh bien, le paysage n'est pas vraiment la réalité. Il flotte un peu entre deux. Il y a des références à la réalité, mais on a rarement finalement un sentiment dans la nature